Vamos para acá. Le jambon il est parti. Le jambon il est parti. Oh là là. Oh là là. If it's possible by languages, okay. We can start with Spanish or Portuguese over there and French. C'est parti pour 31 km jusqu'à Reliegos. Le temps est couvert, il risque de pleuvoir aujourd'hui. On verra ça tout à l'heure. Sinon, le repas d'hier soir en commun, où chacun avait amené quelque chose depuis le supermarché du coin, était très sympa. Et j'ai bien dormi. Donc ça, c'est plutôt cool. Sinon, l'estomac va bien. Donc, je peux envisager un deuxième petit déjeuner. Mais pas tout de suite. Sinon, l'étape d'aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, du plat et des longues lignes droites. Voilà. J'aime quand c'est calme comme ça le matin. Voici de magnifiques fleurs de Aesculum hippocastanum. Et là-haut, tout au sommet du clocher, on voit une cigogne, juste la tête. Aesculum hippocastanum ou marronnier commun, appelé aussi marronnier blanc ou marronnier d'Inde. D'ailleurs, à ce propos, ce nom vernaculaire marronnier d'Inde a d'abord fait rechercher l'origine de cet arbre du côté de l'Inde. Eh bien, le marronnier n'est pas originaire de l'Inde, il est originaire de Macédoine. C'est un arbre qu'on trouve beaucoup dans les parcs. Il y en a d'ailleurs de beaux exemplaires dans les parcs à la sortie de Burgos. Et il a été introduit à Paris en 1615 par un certain Bachelier. Tiens, on va faire un peu d'étymologie. Alors pourquoi Aesculus hippocastanum? Eh bien, Aesculus, c'était le nom latin d'un chêne à glands comestibles. Hippo, ça évoque le cheval, et castanum, la châtaigne. Et en fait, il semble que le marronnier, ou les marrons plus exactement, puissent être donnés en petite quantité aux chevaux. Alors, souvent, on confond châtaigne et marron. Vendeurs de marrons glacés, ils vendent des châtaignes, pas des marrons. Jusqu'en 1694, l'Académie française ne faisait pas de différence entre les châtaigniers et les marronniers. Pour nous autres humains, le marron ne se mange pas. Il y a quelques cas d'intoxication chez les animaux aussi qui ont été rapportés.
En revanche, son écorce est utilisée pour faire des préparations pour soigner les problèmes de circulation sanguine. Cela dit, la plus grande utilisation du marronnier, ce sont les arbres d'ornement dans les parcs. Le bois du marronnier, quant à lui, est de très faible qualité et ses utilisations sont extrêmement marginales. Autre utilisation, les marrons ont été utilisés dans le traitement contre les hémorroïdes. Pas en entier, j'espère. Voilà, c'était la minute botanique de cette étape. Ah, il y en a qui ont pris un raccourci, qui ne sont pas passés par le village. Mais comme je suis quelqu'un de bête et discipliné, j'ai suivi les balisages et je suis passé par le village, ce qui m'a permis de vous faire cette minute botanique et de voir ce nid de cigogne en haut du clocher. Même si ça rallonge, c'est bien. L'un des nombreux ermitages avec sa petite chapelle qui parsème le chemin. Ici, c'est à Bercianos del Real Camino. Voir si leurs protections sont réellement efficaces. Je ne suis pas mouillé, mais je pense pas que ce soit dû à la protection, juste à la manière dont la buse tourne. La buse, pas l'oiseau, hein. Le machin par lequel sort l'eau. Bon, je me ferai bien une pause café. Pardon, second petit déjeuner. Bien, je repars après cette pause second petit déjeuner. Le temps s'est un petit peu réchauffé, je suis en t-shirt. Il me reste 20 km à faire. Il y a quand même beaucoup de maisons abandonnées dans les villages. Hier soir, je discutais avec un monsieur qui a fait plusieurs fois le chemin, qui me disait qu'il y a eu beaucoup d'exode rural dans la région et que ce qui fait vivre les villages maintenant, c'est le chemin. Et donc, les Espagnols sont très partagés sur le tourisme de masse, même s'ils ont bien conscience que ce tourisme-là, c'est ce qui arrive à les faire vivre. Je viens de m'apercevoir que ça fait quasiment 15 km que je suis en pilotage automatique. J'entends juste le bruit de mes pas, du vent, des oiseaux, de temps en temps des voitures aussi. Mais lui, le cerveau, était
complètement déconnecté. C'est l'effet Meseta. Et là, je suis à El Burgo Ranero, qui est le dernier village que je traverse avant Reliegos. Ça veut dire que entre ici et Reliegos, pendant 12 km, il n'y a rien, à part des champs. Et comme il y aura 12 km sans rien, ben, je vais me faire une petite pause, mais pas dans un bar. Je vais me faire une pause orange. Et barre de céréales aussi. Parce que j'ai un petit peu faim. Et là, il y a 3 cigognes sur le clocher. Quatre, parce qu'il y en a une qui est perchée sur la girouette. En fait, si ça se trouve, comme les vocations se font de plus en plus rares, c'est peut-être les cigognes qui sonnent les cloches. Et ouais. Voilà, c'était la minute oiseau de cette étape. Bon ben, go pour 12 km. Alors ici, les arbres ont des chaussettes. Des chaussettes tricotées ou faites au crochet, l'un ou l'autre. Ça donne un certain style. Alors je ne sais pas si vous l'avez bien vu sur la vidéo, mais en tout cas je les vois, j'aperçois des montagnes à l'horizon. Et ça c'est cool là. Ça veut dire que je me rapproche des monts de Léon et de la Galice. Ah bon, après, même après Léon, il reste quand même quelques étapes bien plates jusqu'à Astoria. Peut-être que ces chaussettes sur les arbres, juste à hauteur d'épaule, c'est pour que les pèlerins puissent s'y frotter, puisqu'il n'y a pas de vaches dans le coin. Ça peut être que les pèlerins. Faudra que je me renseigne. Bon, pause. Pause céréale. La ceinture de mon pantalon vient de casser. Elle aura tenu que 1200 km à peu près. Bien, après cette pause, il est temps de commencer notre nouvelle série. Ouais, j'ai trouvé. Et cette nouvelle série parlera de la guerre d'indépendance espagnole, appelée aussi la guerre franco-espagnole, qui s'est déroulée de 1808 à 1814, entre la maison des Bourbons d'Espagne et le Premier Empire, dont le boss était Napoléon Ier. Et puisqu'on va parler de la couronne d'Espagne et de la maison des Bourbons, eh ben on va parler des Capétiens. Ouais, on va faire un petit retour en arrière. Et qui dit Capétien dit Bourbon, mais dit aussi Valois. Eh ben, il manquait plus que cela. Ça vous manquait, hein? Alors évidemment, ça va prendre quelques étapes, d'autant plus que là, il me reste 10 km à faire à peu près. Donc il serait temps que je m'y mette.
Et pour vous parler de la généalogie des Capétiens et notamment des Bourbons, je me suis procuré ceci. Petit rappel, les Valois sont issus du comte Charles de Valois, frère du roi Philippe IV le Bel. Donc ça veut dire que les descendants du comte Charles de Valois seront les cousins des descendants directs du roi. Jusque-là, c'est simple. La maison des Bourbons, quant à elle, est issue de Robert de France, sixième et dernier fils de Saint-Louis. Ce qui veut dire que tous les enfants qui suivront descendent en ligne directe d'Arrois de France. Dit autrement, ça veut dire que côté Valois, on a des descendants d'un frère de roi, côté Bourbon, des descendants directs d'un roi. Et ça, ça a son importance. On l'a vu dans la série sur le conflit qui opposa la couronne d'Angleterre et la couronne de France, justement pour la succession de la couronne de France. La suite après les vaches. Chouette des vaches. Ah, qu'est-ce que vous faites là, les filles? Elga aussi, parce que il a l'air costaud, ce taureau. J'ai pas de mauvaise blague à faire, mais c'est bien ces vaches. Ça brise un peu la monotonie du paysage. Alors comme le vent s'est levé et que c'est déjà suffisamment compliqué, je vais attendre que le vent se calme, sinon vous n'allez rien entendre, ou alors je vais attendre d'être arrivé dans un endroit abrité. Parce que là, ça va un petit peu se compliquer. Il s'est mis à pleuvoir, ce qui était plus ou moins prévu d'ailleurs. Je sens que ces 5 derniers kilomètres vont être longs. Ah, comme je suis abrité par un talus, je vais pouvoir poursuivre. Donc, disais-je, les Bourbons descendent de Louis IX, plus exactement de Robert de France, qui fondera la maison des Bourbons. Robert de France étant le 10e enfant de Louis IX. Qui était Louis IX? Eh bien, il est plus connu sous le nom de Saint-Louis. Il sera roi de France jusqu'en 1270. Et celui qui lui succédera, ce sera Philippe III. Normalement, ça aurait dû être son premier fils, donc son 3e enfant Louis, mais Louis mourra prématurément à l'âge de 16 ans. Donc Philippe III hérite de la couronne. Quant à Robert, 10e enfant, vous pensez bien que la galette des rois, ça faisait belle lurette qu'elle avait disparu. Et que la fève avait rejoint le placard, le tiroir, la boîte, l'étagère, enfin tous les endroits où on entasse les fèves des galettes des rois. Bref, Philippe III aura un fils, Philippe IV le Bel, qui sera donc roi de France, lequel aura un frère qui sera à l'origine de la maison des Valois, donc branche collatérale ou branche cousine, puisque les enfants du frère de Philippe IV sont les cousins des enfants de Philippe IV. C'est clair? Bien, les Valois, tout ça, c'est super clair, me direz-vous. Mais qu'en est-il des Bourbons et de Robert de France, fondateur de la maison des Bourbons? Eh bien, Robert de France se marie avec Béatrice de Bourgogne, dame de Bourbon.
Et c'est de ce mariage que naîtra la maison des Bourbons. Donc, d'un côté, on a Maison des Valois, qui est branche cousine à partir du frère du descendant de Philippe III, lui-même fils de Saint-Louis. Et de l'autre, on a une branche directe depuis Saint-Louis, mais via un fils qui n'avait pas eu droit à la fève. C'est ça qui change tout. Si les fils de Philippe IV le Bel avaient eu une descendance mâle, il n'y aurait pas eu de conflit de succession. Mais il se trouve que le dernier fils de Philippe IV, Charles IV le Bel, n'aura pas d'héritier mâle lorsqu'il mourra en 1328. Je vous renvoie à la guerre de Cent Ans parce que c'est à partir de là que débutera le conflit de succession du trône de France avec les Plantagenets. Et ce sont donc les Valois, cousins des descendants de Philippe IV, qui seront choisis. Alors que les descendants de la maison des Bourbons sont aussi cousins des descendants de Philippe IV, vu que leur ancêtre était le frère de Philippe III, fils de Louis IX. C'est clair, non? Oui, j'ai mal à la tête. Voilà pour les Bourbons et les Valois. Retenez juste une chose, on se retrouve avec deux branches cousines l'une de l'autre. Les Valois qui descendent du frère de Philippe IV le Bel, lui-même descendant de Philippe III, lui-même fils de Louis IX, et les Bourbons descendants de Louis IX en ligne directe. Demain, j'essaierai de vous détailler un peu plus les Bourbons. N'oubliez pas les Doliprane. Moi, je vais en prendre un en arrivant parce qu'il ne me reste plus que 2 km à faire. Voilà, j'arrive dans les faubourgs de Reliegos. Ça a l'air tout petit comme village. Et là voilà. Fin de cette étape de 31 km qui s'est bien passée, mis à part le petit début d'orage de la fin d'étape. Mon cerveau était en mode off pendant une bonne quinzaine de kilomètres, voire 20 km. Alors ici à l'Alberguet, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon pépère? Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon pépère? Hein? Bien, je reprends. Je disais donc que ici à l'Alberguet, j'ai retrouvé un Français qui était avec moi à Calzadilla de la Cueva. Et on a deux choses en commun. Lui aussi a été malade la même nuit que moi, enfin juste un peu après, en marchant le matin. Et lui aussi a mangé une pizza au jambon au bar d'à côté. Et je soupçonnais déjà la pizza de m'avoir mis l'estomac sans dessus-dessous. Et lui aussi il m'a dit, quand j'ai vu la pizza, j'ai vu les couleurs, mais j'avais faim, donc je l'ai mangé quand même. Voilà, donc maintenant j'évite les pizzas. Voilà, sinon, le bonhomme va bien, bon, toujours mal aux pieds en arrivant, mais au bout de 31 km, ça chauffe un peu, c'est normal. Et demain, ce sera 25 km jusqu'à Léon, et il faut que je téléphone maintenant pour réserver un hébergement. En attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et révisez vos Bourbons et vos Valois.